Nous voici au terme de ce voyage. Dans la vidéo 1, tu as compris pourquoi le pouvoir est partout et pourquoi la réaction automatique fait de toi une proie. Dans la vidéo 2, tu as découvert la mécanique du désir et pourquoi le détachement authentique est la force la plus magnétique qui existe. Dans la vidéo 3, tu as appris à répondre au mépris avec 7 techniques qui changent les règles du jeu plutôt que de jouer à celui de l'adversaire. Aujourd'hui, nous assemblons les pièces, parce que comprendre le pouvoir intellectuellement est une chose, le vivre, l'incarner dans chaque décision, chaque relation, chaque moment de ta vie quotidienne, c'est autre chose. Et c'est précisément ce que nous allons explorer dans cette dernière vidéo. Green offre une voie concrète vers une vie de pouvoir authentique. Et cette voie se déploie en 3 mouvements. Premier mouvement, devenir quelque chose. Pas quelque chose pour les autres, pour toi. Trouver le projet, la mission, la passion qui t'absorbe totalement. Quelque chose qui te lève le matin avec de la fièvre. Quelque chose qui te fait oublier de vérifier ton téléphone. Quelque chose qui te donne le sentiment d'être exactement là où tu dois être. Quand tu as cela, tu n'as plus besoin d'être choisi. Tu n'es plus disponible de la même façon. Non pas parce que tu fais semblant d'être occupé, parce que tu l'es vraiment, entièrement, profondément. Et les gens le sentent immédiatement. Il y a quelque chose de différent dans cet homme, dans cette femme. Quelque chose qui existe indépendamment de leur regard. Trouver ta mission n'est pas un luxe, c'est la base de tout pouvoir durable. Deuxième mouvement, créer de l'espace volontairement. Une fois que tu as quelque chose à offrir, apprends l'art de la retenue. Non pas de la froideur, de la retenue. Ne donne pas tout d'un coup. Ne te livre pas entièrement au premier élan. Laisse des zones d'ombre. Laisse des questions sans réponse. Laisse l'autre décider librement qu'il veut te connaître plus profondément. Cette retenue est une forme de respect envers l'autre autant qu'envers toi. Tu ne forces pas le désir, tu l'invites. Apprends aussi à te retirer quand la dynamique devient inégale. Quand tu donnes beaucoup plus que tu ne reçois, quand quelqu'un te prend pour acquis. Non pas avec drama, mais calmement, définitivement. Le silence comme réponse, la distance comme message. Ceux qui méritent ta présence reviendront. Les autres te révéleront leur vrai visage en ne faisant rien. Troisième mouvement. Donner sans compter le retour. Le paradoxe ultime que Green a observé chez tous les individus vraiment magnétiques, ils donnent sans compter. Non pas parce qu'ils sont naïfs, mais parce qu'ils ont compris que l'énergie investie dans le calcul du retour est une énergie perdue. Quand tu donnes en attendant quelque chose en retour, l'autre le sent. Il sent la condition implicite derrière le geste. Il se referme. Mais quand tu donnes depuis un endroit de liberté intérieure, quelque chose d'inhabituel se passe. L'autre est désarmé. Il ne sait pas comment gérer quelqu'un qui ne semble rien demander. Et dans cette incertitude, il est attiré vers toi d'une façon qu'il ne comprend pas tout à fait. Parce que la générosité sans condition est le signe le plus clair qui soit que tu n'as pas besoin. Et quelqu'un qui n'a pas besoin est toujours fascinant, toujours un peu mystérieux. Il existe une pratique que les plus grands stratèges de l'histoire ont appliquée avec une régularité troublante. Green l'appelle la patience offensive. Son principe est simple à formuler, mais exigeant à incarner. Quand un adversaire exerce une pression sur toi, l'instinct est de résister, de repousser. C'est automatique, et c'est précisément ce que l'adversaire attend, parce que ça te place dans une posture défensive, ça consomme ton énergie, ça te maintient dans sa temporalité. La patience offensive, c'est ne pas résister, laisser la pression se déployer, l'observer entièrement. Et puis au moment où l'adversaire croit avoir établi son avantage, utiliser l'élan même de sa pression pour le déséquilibrer. Ce n'est pas de la passivité, c'est le principe central de ce que Sun Tzu appelait « vaincre sans combattre ». L'eau ne résiste pas à la roche, elle la contourne, elle l'use, elle trouve les failles, et après des années, c'est la roche qui n'existe plus dans la même forme. Pas attendre passivement, attendre en apprenant, en observant, en se préparant au moment où l'action sera non seulement possible, mais irrésistible.
Fin de citation. Il reste une dimension de tout ceci que Green aborde avec une franchise rare. L'anxiété. Toute forme de poursuite excessive, tout besoin compulsif d'être vu, validé, choisi. Tout cela vient de l'anxiété, de la peur. Peur d'être seul, peur de ne pas être assez, peur que si tu ne t'assures pas constamment de la présence de l'autre, il disparaisse. Et cette anxiété est le plus grand obstacle à ton pouvoir, non pas parce qu'elle est mauvaise en elle-même, mais parce qu'elle te pousse à chercher la réponse la plus rapide, à te jeter sur le premier signe d'approbation, à modifier qui tu es pour recevoir la validation dont tu as besoin dans l'instant. Green est direct. Si tu es anxieux de succès, si tu es anxieux d'être aimé, tu vas faire les mauvais choix encore et encore. Tu vas choisir la vitesse plutôt que la justesse. Mais si tu es capable de rester dans l'incertitude, de ne pas te précipiter vers la première réponse disponible, alors tu feras de bien meilleurs choix. Sur ta vie, sur tes amours, sur qui tu deviens. La personne qui peut rester calme dans l'incertitude, qui peut s'exposer sans garantie de retour, cette personne est rare. Et sa rareté même est une forme de pouvoir que rien ne peut imiter. Jusqu'ici, nous avons exploré des principes puissants, des principes vrais, des principes qui, bien compris, changent la façon dont tu te positionnes dans le monde. Mais un principe qui reste dans ta tête est un principe mort. Ce qui compte, c'est ce que tu fais demain matin, après-demain, la semaine prochaine, dans chaque interaction avec les gens de ta vie. Green le dit avec une clarté absolue. La connaissance sans pratique est une arme non chargée. Impressionnante à regarder, inutile dans l'action. Fin de citation de Robert Greene. Voici donc 5 pratiques concrètes, applicables dès aujourd'hui, qui transforment progressivement les principes que nous avons vus ensemble en une façon d'être naturelle et durable. Pratique 1. La pause des 3 secondes. C'est la plus simple, c'est aussi la plus transformatrice. Chaque fois que quelqu'un dit ou fait quelque chose qui déclenche une réaction en toi, avant de répondre, tu comptes mentalement 3 secondes. Pas 10, pas 30, 3. Ces 3 secondes font la différence entre la réaction automatique qui te trahit et la réponse consciente qui te sert. Tu te souviens de Marc Aurèle ? Entre ce qui arrive et ta réponse, il existe un espace, et cet espace, c'est le pouvoir. Ces 3 secondes, c'est cet espace. Physiquement, concrètement, chaque jour. Au bout de quelques semaines de cette pratique, quelque chose change profondément. Les gens commencent à percevoir en toi une qualité rare, une présence calme, une maîtrise tranquille. Ils ne peuvent pas toujours la nommer, mais ils la ressentent immédiatement. Pratique 2. Le journal du soir. Chaque soir, 5 minutes, pas plus. Tu te poses 3 questions simples. Où ai-je réagi depuis la peur aujourd'hui ? Où ai-je agi depuis la liberté ? Qu'est-ce que la situation m'a appris sur moi ? Ce n'est pas de la psychologie, ce n'est pas de la thérapie. C'est ce que les stoïciens appelaient l'examen du soir. Une pratique que Marc Aurèle, Sénèque et Épictète considéraient comme le fondement de toute maîtrise de soi. Green y revient sous une forme moderne dans la nature humaine. L'auto-observation régulière est le seul moyen de voir ses propres angles morts. Et les angles morts, nous l'avons vu, sont précisément ce que les adversaires utilisent contre toi. Fermer ces angles morts, c'est leur retirer leurs armes, une par une, chaque soir. Pratique 3. La mission du matin. Chaque matin, avant même de regarder ton téléphone, tu passes 2 minutes à te rappeler ta mission. Pas tes tâches, pas ton agenda, ta mission. Ce projet qui t'anime vraiment, cette vision qui te dépasse, cette raison pour laquelle tu te lèves. Nous avons vu que le détachement authentique, celui qui attire vraiment, naît d'une vie pleine et non d'un jeu calculé. Et une vie pleine commence par se souvenir chaque matin
pourquoi elle vaut la peine d'être vécue pleinement. Cette pratique paraît simple, elle est profondément puissante. Parce qu'un homme ou une femme qui commence sa journée connecté à sa mission entre dans chaque interaction depuis un endroit de plénitude plutôt que de manque. Et cette différence, invisible à l'œil, est immédiatement ressentie par tous ceux qu'il rencontre. Pratique 4. La question du détachement. Avant chaque décision importante, professionnelle, relationnelle, personnelle, tu te poses une seule question. Est-ce que je fais cela depuis le désir authentique ou depuis la peur de perdre quelque chose? Cette question est un détecteur de vérité. Elle révèle en quelques secondes si tu agis depuis ta liberté ou depuis ta dépendance. Si la réponse est la peur, tu attends, tu ne décides pas sous pression. Tu laisses passer la première vague émotionnelle. Si la réponse est le désir authentique, tu agis, avec audace, avec clarté, avec la certitude tranquille de quelqu'un qui sait ce qu'il veut et pourquoi. Greene revient sur cette distinction encore et encore. Les mauvais choix dans les relations, dans la carrière, dans la vie, viennent presque toujours de décisions prises depuis la peur. Les bons choix viennent presque toujours d'une liberté intérieure suffisante pour attendre le bon moment. Pratique 5. La générosité sans calcul. Une fois par jour, un geste de générosité authentique. Petit ou grand, visible ou invisible. Rendre service sans le mentionner. Donner une information utile sans attendre la réciprocité. Offrir ton attention entière à quelqu'un sans regarder ton téléphone. Non pas parce que c'est vertueux, mais parce que, comme nous l'avons vu, celui qui donne sans compter, le retour développe progressivement une liberté intérieure que rien d'autre ne peut construire. Chaque geste de générosité inconditionnelle est un muscle. Plus tu l'exerces, plus tu deviens naturellement quelqu'un qui n'a pas besoin. Et quelqu'un qui n'a pas besoin, Greene le dit sans ambiguïté, est toujours la personne la plus puissante dans n'importe quelle pièce. Avant d'arriver à la conclusion de ce voyage, il y a quelque chose d'important à dire. Quelque chose que la plupart des gens ne mentionnent pas quand ils parlent de Greene. Parce que c'est moins séduisant que les principes, moins inspirant que les grandes leçons. Mais c'est peut-être la partie la plus utile de tout ce que tu vas entendre dans cette série. Les 3 erreurs les plus fréquentes, les plus coûteuses, que font les gens qui ont compris les principes de Greene intellectuellement, mais qui les appliquent de façon contre-productive dans leur vie réelle. Greene lui-même les documente. Il les observe chez des individus qui ont lu ses livres, qui ont assimilé sa pensée, et qui pourtant continuent à se tirer dans le pied d'une façon précise et évitable. Erreur 1. Confondre le détachement avec la froideur. C'est l'erreur la plus commune et la plus dommageable. Quelqu'un découvre le principe du détachement. Il comprend que celui qui n'a pas besoin est plus puissant que celui qui court, et il décide, consciemment ou non, de devenir froid, distant, inaccessible. Il répond moins aux messages, il annule des rendez-vous, il se rend délibérément difficile à atteindre. Et les résultats sont catastrophiques, parce que les gens autour de lui ne voient pas du détachement, ils voient de l'indifférence, de l'arrogance, de la froideur calculée. Et la froideur calculée, Greene est catégorique là-dessus, est l'opposé exact du magnétisme. Le vrai détachement ne se simule pas, il se vit. Il naît d'une vie réellement pleine, d'une mission réellement absorbante, d'un feu intérieur réellement brûlant. Si tu dois faire semblant d'être détaché, tu ne l'es pas, et tout le monde le voit. Erreur 2. Appliquer les principes de façon mécanique. La deuxième erreur, tout aussi fréquente, c'est de transformer les enseignements de Greene en liste de règles à suivre. Je dois attendre X heures avant de répondre à ce message. Je dois refuser cette invitation pour paraître occupé. Je dois poser cette question précise dans cette situation. Cette approche mécanique échoue toujours, pour une raison simple. Les gens ne sont pas des algorithmes.
Ils sentent instantanément, souvent sans pouvoir l'expliquer, quand un comportement est authentique et quand il est calculé. Greene l'exprime dans L'art de la séduction avec une formule parfaite. Les règles sont pour ceux qui n'ont pas encore développé leur instinct. L'objectif final est de ne plus avoir besoin des règles. Fin de citation de Robert Greene. Les principes de Greene ne sont pas des recettes. Ce sont des cartes pour comprendre le territoire humain. Et une carte n'est pas le territoire. L'objectif n'est pas de suivre les principes, c'est de les incarner jusqu'à ce qu'ils deviennent naturels, instinctifs, invisibles dans ta façon d'être. Erreur 3. Oublier que le pouvoir authentique sert les autres. La troisième erreur est la plus profonde et la plus subtile. Certaines personnes lisent Greene et concluent que tout cela est une question de domination, de stratégie, de manipulation sophistiquée au service de leurs propres intérêts. C'est une lecture qui trahit complètement l'œuvre. Greene, et c'est ce que ses détracteurs ratent presque toujours, ne célèbre pas le pouvoir pour le pouvoir. Il l'étudie pour le comprendre, pour s'en protéger, et pour l'utiliser au service de quelque chose qui le dépasse. Les individus qu'il admire le plus dans ses livres ne sont pas ceux qui ont écrasé les autres. Ce sont ceux qui ont transformé leur pouvoir personnel en quelque chose d'utile au monde. César qui construit un empire, Lincoln qui préserve une nation, Léonard de Vinci qui crée des œuvres qui traverseront les siècles. Le pouvoir authentique, selon Greene, n'est jamais une fin en soi. C'est un moyen de réaliser quelque chose qui compte, quelque chose de plus grand que soi. Et si tu oublies cela, si tu appliques ces principes uniquement pour paraître plus fort ou pour dominer les autres, tu vas construire quelque chose de creux, une façade impressionnante, mais une façade. Et les façades, tôt ou tard, s'effondrent toujours. Le vrai pouvoir n'est pas ce que tu prends aux autres, c'est ce que tu construis et que personne ne peut te prendre. Fin de citation de Robert Greene. Nous voici au terme de ce voyage à travers l'œuvre de Robert Greene. 4 vidéos, 4 dimensions d'une même vérité. La réaction automatique fait de toi une proie, mais l'espace entre stimulus et réponse est le pouvoir. Le désir se nourrit du manque, mais le vrai détachement naît d'une vie pleine, pas d'un jeu calculé. Le mépris est un classement, mais il perd tout pouvoir face à quelqu'un qui connaît sa valeur et ne cherche pas à la prouver. Et tout cela repose sur un seul fondement, devenir quelqu'un qu'on ne peut pas posséder. Pas inaccessible, pas froid, pas indifférent, mais quelqu'un dont la liberté intérieure est si réelle, dont la vie est si pleine, dont la mission est si claire, que sa présence est un cadeau librement donné, et non pas un dû silencieux. Le pouvoir n'appartient pas à celui qui possède le plus, il appartient à celui qu'on ne peut pas posséder. Fin de citation. Ce n'est pas quelque chose que tu apprends ce soir, c'est quelque chose dont tu te souviens. À très bientôt pour la suite de ce voyage.